Dans la partie 1, une longue histoire de la matière, voyons le chapitre 5, une structure complexe, la cellule vivante. La cellule représente le premier niveau d'organisation du monde vivant. D'ailleurs, il existe de très nombreux êtres vivants constitués d'une seule cellule, des levures, des paramécies. Ces cellules réalisent alors toutes les fonctions vitales. Les organismes pluricellulaires sont eux constitués d'un ensemble de cellules spécialisées. Ces cellules sont incapables de vivre par elles-mêmes et même si elles s'associent à d'autres cellules pour former un tissu fonctionnel, elles demeurent l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle du tissu, de l'organe, du système et de l'organisme tout entier. Il nous faut donc étudier la structure d'une cellule et les fonctions qu'elle réalise pour comprendre la vie. La cellule vivante constitue en effet un microcosme à elle seule. Elle est capable de fonctionner seule, d'échanger de la matière et de l'énergie avec son milieu, de réagir aux fluctuations de son environnement, et elle est le résultat de l'évolution d'une cellule ancestrale. La découverte de cette unité biologique résulte de l'évolution des outils d'observation et des techniques. Voyons donc cela dans ce grand 1. La découverte de l'unité cellulaire est liée à celle du microscope optique au XVIIe siècle, qui utilise des lentilles en verre pour focaliser la lumière au travers de l'échantillon et former ainsi une image. Les premières observations de Hooke sur des tissus animaux, confirmées par Schleiden sur des tissus végétaux, mettent en évidence de petits éléments entourés par une membrane et contenant ce qu'il est nommé nucléoles. Ils appellent ensuite cellules l'ensemble de ces éléments en référence aux petites chambres des moines. La théorie cellulaire est née. Elle régit trois grands principes. Comme nous l'avons vu, la cellule est l'unité fondamentale d'organisation du vivant, c'est-à-dire le plus petit élément qui rentre en jeu dans la structure d'un être vivant. Tous les organismes se composent de cellules. Et enfin, les nouvelles cellules sont produites à partir de cellules préexistantes. Voyons maintenant dans un grand 2 les nouvelles techniques qui ont permis de préciser la structure cellulaire. Dans les années 1870, Fleming met au point une technique de coloration de ces échantillons avant leur observation. Cela lui permet de découvrir le déplacement des chromosomes dans les cellules en cours de multiplication. Le perfectionnement des microscopes optiques, puis l'invention des microscopes à balayage électronique, ont permis de valider la théorie cellulaire, mais aussi d'explorer l'intérieur des cellules. Le développement de microscopes à effet tunnel dans les années 80, puis à force atomique, permet d'observer des éléments de la taille d'un atome. Le perfectionnement des outils et des techniques d'observation a permis de préciser la compartimentation cellulaire et cela a aiguisé la curiosité scientifique qui a donc cherché à comprendre le rôle des organites et du cytosquelette observés dans les cellules. Voyons alors dans ce grand 3 le lien entre la structure cellulaire et les fonctions. Un être vivant réalise trois grandes fonctions: la fonction de nutrition, la fonction de relation et la fonction de reproduction. Ces fonctions sont effectuées par des appareils ou des systèmes constitués d'organes spécialisés. Vous avez vu en seconde que ce sont les cellules spécialisées qui constituent les tissus qui confèrent alors aux organes leurs propriétés physiologiques, leur permettant de réaliser telle ou telle fonction. Seules les fonctions de relation et de nutrition sont nécessaires et vitales à l'individu. La fonction de relation correspond aux interactions entre l'environnement et l'être vivant. Elle met en jeu le système de protection constitué de la peau et du système immunitaire, ainsi que le squelette, les muscles et le système nerveux pour les mouvements.
La fonction de nutrition est réalisée par le système respiratoire, digestif, circulatoire et excréteur. Elle permet les échanges de matière et d'énergie nécessaires au fonctionnement général de toutes les cellules. Ces fonctions vitales sont-elles présentes au niveau cellulaire et comment sont-elles réalisées? Chaque cellule animale est limitée par une membrane et renferme divers organites dont certains sont délimités par une ou plusieurs membranes. Chaque organite joue un rôle dans le fonctionnement de la cellule. Par exemple, les ribosomes assemblent les protéines cellulaires. Les mitochondries convertissent l'énergie de la cellule et le cytosquelette assure le soutien structural de la cellule ainsi que la mobilité et la régulation de la cellule. Outre les structures communes avec la cellule animale, la cellule végétale renferme des organites membraneux appelés plastes. Le chloroplaste en fait partie. Il accomplit la photosynthèse. Par ailleurs, la membrane plasmique est entourée par une paroi cellulaire épaisse, percée de trous, que l'on appelle les plasmodèmes. On constate ainsi que la cellule réalise ses fonctions vitales grâce aux organites présents à l'intérieur et elle réalise également des échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Voyons maintenant, dans ce grand 4, le rôle essentiel de la membrane plasmique. En 1895, Charles Overton a mis en évidence que la membrane plasmique était composée de lipides. Ce n'est qu'en 1917 que sa structure est précisée. L'utilisation d'un microscope électronique à balayage permet de mettre en évidence 3 couches constitutives de la membrane plasmique. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un assemblage de phosphoglycérolipides en bicouches. Les têtes hydrophiles de ces molécules sont orientées vers l'extérieur car au contact des milieux aqueux tels que le milieu extracellulaire et le cytoplasme. Les queues de ces molécules sont hydrophobes et regroupées à l'intérieur de la membrane, ce qui permet une certaine perméabilité aux molécules hydrophiles. La membrane plasmique contient aussi des protéines. Il peut s'agir de protéines fixées à sa surface, comme ici, ce qui participe à l'identification de la cellule et lui confère certaines propriétés de reconnaissance et de liaison avec d'autres cellules. Ou alors, les protéines sont insérées dans la membrane plasmique, comme ici et ici, ce qui permet le passage de molécules ou d'ions dans le but de garantir un équilibre physiologique entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Cela permet également de réaliser certains processus comme la dépolarisation, la transmission de potentiel d'action dans le cas d'une transmission du message nerveux. Par exemple, cette membrane plasmique est dynamique, elle peut être modifiée et se déplacer au cours de la vie de la cellule, comme par exemple au moment de la division cellulaire.